Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde de Jobstick. On va particulièrement parler du besoin de se former tout au long de sa carrière. J'ai à mes côtés quatre intervenants. En premier, je vous présenterai Carole Bourdeau, responsable ressources humaines à la société Taman. Si vous pouvez faire un petit geste, Carole. Merci, voilà. Avec les masques, c'est moins évident de voir les réactions. Cathy Hervy, référente domaine développement du capital humain à l'aéroport Toulouse-Blagnac et présidente du GARF Midi-Pyrénées. Merci Cathy. Laure Soula, chargée de mission service emploi et orientation professionnelle à la région Occitanie. Et enfin, Pierre Lacazedieu, directeur développement à TBS. Alors, je vous rappelle, tout au long de cette table ronde, vous pourrez poser vos questions en direct au travers de l'application Swapcard, qui me permettra de relayer ces questions auprès de nos intervenants. Et puis, de toute façon, il y aura un temps de 15 minutes à la fin des interventions pour échanger de manière plus interactive avec vous tous à distance. Alors, pour commencer cette table ronde, j'avais une première question à poser à Laure. Concernant la politique de formation auprès de la région. Et voilà, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, concernant la politique de formation au niveau du soutien à la formation des salariés, la région n'intervient pas directement auprès des entreprises, mais elle passe par un conventionnement avec les OPCO, donc les opérateurs de compétences. Comme on parle ce matin du numérique, on parle donc de l'OPCO Atlas. Et cette convention, elle s'est établie cette année, en 2021, sur une étude de l'OPIEC qui a été menée en novembre de l'année dernière et qui a permis de déterminer 5 axes stratégiques sur lesquels les entreprises avaient besoin d'être accompagnées. La première, c'est plutôt les formations cœur de métier, c'est-à-dire que dans le numérique, les compétences évoluent très rapidement et on a besoin de se former en continu. Et pour déterminer ces compétences, on peut mettre en place, par exemple, au sein de l'entreprise, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui permet de déterminer les besoins en formation des salariés avec un plan de formation prévisionnel à 2 ans, 3 ans et d'avoir une vision un petit peu prospective. Le deuxième axe, c'est le soutien à la formation pour les personnes qui travaillent dans le numérique, mais qui ont été impactées par la crise de l'aéronautique, notamment pour pouvoir faire des formations en termes de diversification de métiers ou d'activités. Ensuite, il y a un axe qui arrive au niveau de la Green IT, le développement durable. Et donc là, on est plutôt sur l'accompagnement au développement durable, la prise en compte en interne, dans ses propres process, etc. Mais aussi, on peut l'imaginer en termes de nouveaux marchés, de développement de nouveaux marchés. Ensuite, ça c'est un axe plus transverse, c'est le soutien à la structuration des entreprises du numérique. Et là, on va accompagner tant les fonctions RH que commerciales ou marketing. Le but du jeu, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et le dernier, on est plutôt sur une nouvelle action de formation qui est la FEST. C'est l'action de formation en situation de travail. C'est-à-dire que pour une entreprise qui voudrait former ses salariés plutôt en interne, parce qu'il n'y a pas de formation existante, elle veut une formation sur mesure, elle peut choisir son organisme de formation qui va venir au sein de l'entreprise décomposer les gestes métiers, la manière de travailler, mettre en place tout un process pédagogique avec un référent AFEST au sein de l'entreprise, et la région ainsi que l'OPCO vont pouvoir cofinancer ces actions de formation. Donc, vous l'avez compris, un seul contact pour toutes les entreprises sur la formation des salariés et des dirigeants salariés, c'est l'OPCO, c'est Atlas. La région, elle, va pouvoir cofinancer toutes les actions pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle, sachant que l'État, via le FNE Formation, viendra, lui, financer pour les salariés qui sont en activité partielle. Voilà. Merci bien. On reviendra à certains points plus tard, ne vous inquiétez pas, et puis vos questions seront là pour rebondir sur ces 5 axes que nous a présenté Laure.
Avant de poser une question à Cathy, pourriez-vous un peu nous parler de vos deux casquettes, s'il vous plaît? Deux ou trois casquettes. Allez, on va se lancer sur la première. Bonjour à toutes et tous, je suis Cathy Hervy. Je suis présidente du réseau GARF, qui est le groupement des acteurs et responsables formation en Occitanie, donc qui aujourd'hui regroupe à peu près 42 entreprises sur la région toulousaine. Donc c'est un réseau qui est dédié aux responsables de formation, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on est assez seul sur nos postes, et tout compte fait, on a besoin de partager avec des pairs sur l'ensemble de ce qui se passe sur notre périmètre. Ensuite, j'ai une seconde casquette puisque je suis référente du domaine de développement capital humain pour le gestionnaire aéroport Toulouse-Blagnac. Donc je couvre un périmètre sur la formation, l'alternance, tout ce qui est le développement des outils RH et toute la partie compétences. Et entre autres, je mène tous les entretiens professionnels de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, ce qui nous permet aujourd'hui, en termes d'accompagnement, développement de compétences, d'avoir vraiment un rôle de conseil auprès de nos collaborateurs. Et la troisième facette, j'ai un mandat au sein d'Acto pour représenter les aéroports français en section paritaire professionnelle. Alors c'est quoi? C'est en fait l'instance qui gère l'ensemble des contributions qui sont versées par les entreprises et qui nous permettent de définir les critères d'éligibilité pour pouvoir financer les actions qui sont, ou les dossiers financiers qui sont déposés par les entreprises pour les accompagner dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Merci, Cathy. Donc, du coup, je ferai appel à votre casquette de présidente du GARF. Pourrait-on parler un petit peu des dispositifs pour financer les formations et un petit peu tout ce que les entreprises pourraient faire appel? Alors, ils sont assez nombreux. Tout dépend des statuts. Alors, on va peut-être parler plus généralement. Les entreprises ont à la main donc, le plan de développement de compétences qui permet d'accompagner au quotidien leurs collaborateurs en montée en compétences par rapport à la fonction qu'ils occupent. Dans le cadre d'une mobilité, ils peuvent faire appel à la PROA. Alors la PROA, c'est un nouveau dispositif qui permet en fait, pour des formations diplômantes certifiantes, de pouvoir accompagner des collaborateurs dans leur mobilité. Donc ce sont des listes qui sont établies, des listes de formation qui sont établies au niveau des branches et qui permettent de pouvoir bénéficier de soutien financier pour pouvoir accompagner donc, ces personnes en mobilité professionnelle. Ensuite, on a le CPF, alors là qui est à la main de l'ensemble des individus, que ce soit des collaborateurs ou que ce soit des personnes en recherche d'emploi, puisqu'en fait il existe trois types de CPF. Vous avez un CPF classique qui est en fait utilisé. Vous allez sur l'application qui est proposée par l'État, donc moncompteformation.gouv.fr, qui vous permet de faire un achat de formation en fonction de votre acquis. Vous avez un CPF de transition qui vous permet de pouvoir vous réorienter, et donc là il y a des acteurs en région qui vont vous accompagner. Et vous avez le CPF démissionnaire sur lequel aujourd'hui on a un peu de mal à accompagner, mais qui a le mérite d'exister. Ensuite, on a pour les jeunes l'alternance, donc les contrats pro, les contrats d'apprentissage, qui leur permettent d'acquérir une première expérience et qui restent le cœur en fait de ce contrat-là, qui est une démarche, je pense, très intéressante parce que ça leur permet d'acquérir une première expérience, découvrir le monde du travail et tout compte fait obtenir des diplômes par le biais de ce dispositif. Et vous avez les demandeurs d'emploi qui peuvent faire appel aux contrats de professionnalisation ou qui peuvent aller vers des POEC, donc des périodes d'orientation en entreprise qui vont permettre de financer en fait une remise à niveau pour pouvoir bénéficier à l'issue de ce parcours d'un contrat, que ce soit un contrat en alternance ou d'un autre contrat type CDD ou CDI. Alors, petite parenthèse pour les auditeurs, en suivant, nous aurons une table ronde sur l'alternance. C'est vraiment pour ce sujet précis, donc si vous voulez vraiment en savoir plus et détailler ce sujet, ça sera à 10h15, mais je vous le redirai plus tard. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Cathy, et poser une question alors sur... est-ce que j'ai entendu parler de la FES tout à l'heure, est-ce qu'il y a un lien pour les demandeurs d'emploi? Et je vous laisse peut-être échanger sur le sujet. Oui, la FEST, effectivement, j'en ai parlé sur le volet entreprise, c'est-à-dire formation interne pour des salariés de l'entreprise.
Mais la FEST peut aussi être mise en œuvre pour intégrer de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. Alors la FEST, ce n'est pas de l'adaptation au poste de travail, hein. C'est une action vraiment formative menant à une certification, une qualification. Mais effectivement, il y a des entreprises qui ont des spécificités techniques et qui n'ont pas de formation existante pour pouvoir intégrer des salariés ou qui sont dans des zones, par exemple, on peut imaginer des zones rurales où il n'y a pas l'appareil de formation adapté à quelque chose de très spécifique pour leur entreprise. Donc la FEST peut aussi être mise en œuvre pour intégrer des demandeurs d'emploi, les former avec cette formation sur mesure in situ au sein de leur entreprise, et c'est une facilité pour intégrer de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. Donc on cofinance aussi des actions d'intégration de demandeurs d'emploi au sein des entreprises via la FEST. La FEST, moi je dirais effectivement, il y a cette facette pour intégrer des demandeurs d'emploi. Côté entreprise, c'est aussi la possibilité pour des parcours pour lesquels il n'existe pas de formation, de pouvoir bâtir soi-même avec des prestataires externes, parce qu'il est important quand même d'avoir aussi des prestataires externes qui interviennent sur ce dispositif, d'accompagner sur des métiers où tout compte fait, nos collaborateurs évoluent par le biais de mobilité interne. Donc en fait, il y a une acquisition, si je prends l'exemple de l'aéroport, vous avez des métiers un petit peu cachés, et en fait, c'est par le biais un petit peu du compagnonnage, du tutorat, que l'on va accompagner des collaborateurs pour pouvoir prendre de nouvelles fonctions. Et ça pourrait tout à fait s'inscrire dans un dispositif AFEST pour faire reconnaître cette compétence. Donc en fait, on est également dans une démarche de se dire que si on va vers de la FEST, pourquoi ne pas arriver aussi à développer des certifications pour pouvoir faire évoluer nos propres référentiels et coller en fait à l'évolution de nos métiers, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a énormément d'évolution au sein des entreprises. Hein. Les compétences, on voit bien qu'elles deviennent rapidement obsolètes. Donc les compétences c'était 6-8 ans, là on doit être sur 4-5 ans de vie. Demain avec le digital, le numérique, on va aller sur une réduction de la vie d'une compétence. Donc c'est important de pouvoir anticiper, travailler et maintenir les compétences en fait par le biais de l'ensemble de ces dispositifs. Merci. Alors justement, on commence à parler de l'impact du digital et du numérique sur, voilà, sur ces métiers et sans doute sur le recrutement aussi. Donc j'avais une question pour Carole sur voilà, quels sont ces changements potentiels concernant le recrutement, les métiers. Voilà, comment ça se passe dans votre quotidien ? Eh bien, bonjour à tous. Je suis Carole Bourdeau, je suis directrice des ressources humaines chez Taman. Et je suis heureuse effectivement aujourd'hui de pouvoir vous parler de cette approche différenciante que nous portons chez Taman. Effectivement, nous avons pour principe de dire qu'un métier est une association de compétences. Et de là, j'entends parler autour de moi de tous les dispositifs pour amener à de nouvelles compétences. Ce qui est important aussi pour Taman, c'est d'abord d'évaluer la personne sur ce que nous appelons skills and attitudes. Nous avons développé un algorithme pour évaluer les compétences adaptées après avoir interviewé justement les entreprises sur les nouvelles compétences, les nouveaux métiers, donc les nouvelles compétences nécessaires à la transition et à l'évolution du marché. Comme le disait Cathy, les compétences sont très vite obsolètes. Aujourd'hui, nous partons du principe que le CV est obsolète d'ailleurs, et donc par l'évaluation des compétences sur l'histoire de la personne, sur le parcours de vie, en intégrant les expériences, mais aussi les compétences de formation, acquises en formation, nous allons pouvoir proposer des candidats au plus proche des besoins de nos clients, enfin des entreprises sur le territoire français. Cathy, quand on avait préparé cette table ronde, on avait discuté au sein de l'aéroport l'impact du digital sur certains métiers. Oui, effectivement, le monde aéroportuaire est vraiment impacté par la digitalisation. Vous pouvez le voir quand vous allez, par exemple, sur un site ou sur le site d'Aéroport Toulouse-Blagnac. Il y a des applis qui sont développées pour faciliter l'accès sur le site. Vous avez maintenant les réservations qui peuvent se faire en ligne. Vous avez des métiers de l'accueil qui ont évolué puisque vous avez également à disposition
un accompagnement qui soit digital ou numérique par le biais de bornes qui va vous permettre effectivement d'accélérer votre enregistrement. Donc en fait, nos métiers se transforment et je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir accompagner l'ensemble de ces personnes qui interviennent pour répondre à de nouveaux enjeux. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même tout ce qui est également la partie communication, réseau social, qui prend de la place. Et il faut savoir utiliser, maîtriser l'ensemble de ces évolutions. Donc, il y a un accompagnement qui est relativement important auprès des collaborateurs, de façon à pouvoir leur apporter de nouvelles compétences sur ce périmètre-là. Du coup, je vais rebondir auprès de Pierre et pourriez-vous nous parler de la place du numérique et du digital à TBS ? Oui, merci beaucoup. Donc, écoutez, à TBS, ça fait déjà un bon moment qu'on a pris en compte le virage du digital et de tout ce qui va être données, numérique, etc. Donc, on a un centre d'excellence data analytics et intelligence artificielle. On a beaucoup de programmes qui concernent ces sujets-là. Et puis donc tout ce qui va être numérique data va venir infuser un peu partout. Voilà. À TBS, on va partir du bachelor et on va arriver jusqu'au DBA. Donc on a un vaste spectre de programmes et tous sont donc impactés. Voilà. On a développé aussi des programmes spécifiquement dédiés à ces sujets, certains d'ailleurs qui sont conventionnés par la région pour les demandeurs d'emploi, donc ce qui permet à des personnes de se reconvertir, des demandeurs d'emploi, et de s'orienter vers ces métiers du numérique. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on a des personnes qui étaient sans emploi, qui vont pouvoir découvrir ces métiers-là, se former auprès de pairs, avec des professeurs donc tout à fait compétents sur les questions, et puis trouver un stage, et puis ensuite sera engagé dans la vie professionnelle. On a aussi énormément d'apprentissage, bien entendu, sur ces métiers-là, ce qui nous permet de trouver des débouchés pour des personnes qui ne connaissaient pas ces métiers-là auparavant. Voilà. On va juste profiter, là j'ai quelques questions qui me sont parvenues, on va commencer à prendre les questions pour échanger avec nos auditeurs. Alors j'avais une question sur si le CV devient obsolète. Je vais dire la question, comme ça ce sera plus simple pour la personne qui l'a posée. Si le CV devient obsolète, quelle serait l'alternative aux outils de candidature ? Et justement, nous parlons du digital, donc en effet, aujourd'hui, le CV, c'est vraiment une écriture d'un candidat, de son expérience, mais c'est pas forcément ce qui est attendu par les recruteurs. Quand j'expliquais tout à l'heure que le CV est obsolète, c'est parce que justement les compétences deviennent elles-mêmes obsolètes et que ce qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment les compétences adaptées aux besoins du marché. Donc, ce que nous nous attachons de faire, c'est non pas de lire un CV, mais c'est de proposer à nos candidats qui s'inscrivent sur notre application MyTaman donc de répondre à différentes questions qui vont ensuite nous permettre en tant que recruteurs de rebondir sur les questions, les réponses données et d'adapter ensuite nous-mêmes une présentation à nos clients qui attendent des compétences précises que nous serons allés nous-mêmes diagnostiquer. Est-ce que d'autres personnes veulent rebondir sur ce sujet de l'obsolescence, peut-être ? Le sujet peut-être des compétences, je pense qu'il y a deux volets et je pense que c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a les compétences techniques et puis il y a les compétences aujourd'hui liées aux soft skills sur lesquelles peut-être effectivement vous pourriez développer parce que j'imagine que dans l'algorithme que vous mettez en place pour répondre aux besoins des entreprises, il y a à la fois ces compétences techniques mais il y a aussi des compétences plutôt liées à de la gestion de projet, liées à de l'autonomie, liées etc. Et peut-être, aujourd'hui, je trouve que c'est assez complexe. Justement, on parle beaucoup de soft skills. Je crois qu'il y a beaucoup de travaux en cours pour définir ce que sont ces soft skills, mais c'est quand même un sujet assez complexe. Et justement, pour un candidat, se dire je dois mettre en avant des compétences techniques, ok, admettons, je les connais, mais les compétences autres de savoir-être au lieu de savoir-faire, comment est-ce qu'on les met en valeur ?
Alors je peux continuer effectivement à répondre alors. Effectivement, nous n'inventons rien. Nous partons d'abord de l'interview des entreprises qui elles-mêmes connaissent leurs besoins et leur contexte, et nous allons prendre du temps à analyser le contexte de travail, à analyser aussi les acteurs de l'entreprise pour comprendre quels sont les soft skills adaptés au milieu de l'entreprise dans une situation donnée. Donc, une fois que nous avons effectivement déterminé les soft skills nécessaires et clés de la réussite pour l'adaptation du candidat, nous allons interviewer ce que nous appelons notre corps, donc notre vivier de candidats qualifiés à travers les évaluations des attitudes, des soft skills, pour mettre en lien les entreprises et les candidats. Bien sûr, nous allons arriver à un moment donné à un manque, soit de skills, soit d'attitudes. Et là, va entrer la question de la formation. Et nous travaillons énormément, moi, en tant que DRH, tous les jours, j'ai Acto, donc notre OPCO, pour mettre en place de la formation, que ce soit une formation courte ou une formation longue, que ce soit de l'alternance, où nous allons également pouvoir travailler des programmes de formation sur mesure pour adapter justement le manque nécessaire. Alors moi j'avais peut-être un autre sujet. Tout à l'heure, Laure a parlé du FNE. Je pense qu'il est important de parler de ce dispositif et de ce soutien actuel à certaines entreprises qui sont éligibles. En fait, cette crise que nous venons de traverser a bougé complètement les lignes dans les entreprises. Nous étions essentiellement sur de la formation en présentiel. Nous avons énormément évolué vers du distanciel, sur des classes virtuelles, sur des modes pédagogiques qui sont complètement différents, qui répondent à de nouveaux enjeux. Et je pense que ça nous a, en tout cas, ça a fait grandir les entreprises pour développer de nouvelles approches en termes de formation. Et tout compte fait, ça a apporté un petit peu d'appétence à nos collaborateurs qui étaient éloignés du sujet. Ils étaient intéressés pour se former, acquérir de nouvelles compétences, un petit peu dans tous les domaines. Et donc, forcément, c'est passé par de la formation à distance. Et donc, ça a énormément bougé les lignes. Je pense que ça a accéléré. La prise de décision dans les entreprises a été assez rapide. On a su s'adapter. Je pense que c'est quelque chose qui est à souligner. Et ce FNE a vraiment participé au déploiement de nouveaux outils, de la digitalisation. Et je pense que c'est un enjeu fort pour demain dans l'ensemble des structures. Et c'était quelque chose qui était à souligner dans le cadre de cette crise. Merci, habile transition. C'est vrai qu'à TBS, nous aussi, on s'est très fortement orienté là-dessus. On a été la première école à obtenir le label Fort Digital qui nous permet de digitaliser tous nos cursus de formation, que ce soit en formation initiale, formation continue. Et pour revenir sur l'obsolescence, on constate effectivement que dans les métiers numériques, l'obsolescence des compétences s'accélèrent, en quelque sorte, les rythmes s'accélèrent. Et du coup, on a créé, nous, un 5e type de CPF, c'est le CPF by TBS. Oui, donc il y en aura peut-être d'autres, mais en fait l'idée c'est qu'on va permettre à tous nos anciens, donc il y a 46 000 alumni au sein de TBS, c'est une énorme communauté, on va permettre aux alumni de disposer d'un compte pour qu'ils puissent revenir fréquemment dans l'école ou en digital, parce que bien entendu il y a beaucoup de choses qui sont faites en classe virtuelle, pour se former, se tenir à jour, etc., des dernières compétences. Voilà. Et que ce soit sur du hard skills, mais aussi sur du soft skills, ça peut être sur les deux. Voilà, donc on a annoncé ce développement lors de l'annonce de notre plan stratégique. C'est Stéphanie Lavie, notre directrice générale, qui l'a annoncé il y a quelques semaines. Et vraiment, on va mettre le paquet là-dessus parce qu'on pense que c'est vraiment l'avenir de la formation. Les cycles longs, la formation initiale, c'est très important pour se former. Mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une fragmentation, et d'ailleurs c'est l'esprit de la réforme de la formation professionnelle, une fragmentation des parcours. Donc on a de plus en plus de cycles certifiants qui sont courts, des modules courts, voilà, qui sont très adaptés et qu'on peut mettre au goût du jour plus rapidement qu'un programme long qui nécessite une certification qui est beaucoup plus compliquée et longue à obtenir, si vous voulez. Voilà. Donc ça, on va tous vers ça, et tout ça en digitalisant énormément les supports. Et on a mis en place aussi quelque chose qui fonctionne très bien, qui est un nouveau poste, le poste d'animateur de communauté apprenante. C'est-à-dire que sur nos programmes, en plus du prof qui va faire le cours en classe virtuelle,
on va avoir une autre personne qui est complètement dédiée à la cohorte de stagiaires ou d'étudiants et qui va accompagner les apprenants dans leur démarche pédagogique. Voilà. Et on parle maintenant de bien-être pédagogique. Donc vous avez parlé du fait que les employés dans les entreprises s'étaient éloignés de la formation. Nous, on a constaté que les élèves dans la salle de cours participaient plus s'il y avait des expériences, des choses un petit peu novatrices en pédagogie. Et donc là, on parle aujourd'hui de bien-être pédagogique et on travaille énormément là-dessus à TBS pour encore plus améliorer l'expérience de la personne qui est formée. Voilà. Juste rebondir sur la réactivité et la rapidité de mettre en place des formations. Effectivement, on constate, nous, chez Taman, que nos clients partenaires nous demandent d'adapter les compétences très rapidement. Donc, quand je disais tout à l'heure que j'avais mon OPCO quasiment au quotidien, c'est vrai parce que nous devons, nous, trouver des solutions de formation complémentaires tous les jours pour pouvoir maintenir les personnes à l'emploi. Donc, la réactivité de la mise en place de l'ingénierie et donc la digitalisation est venue aussi nous aider pour pouvoir rapidement mettre en place une formation en distanciel et pour pouvoir détacher la personne. Je vais en profiter pour vous transmettre une petite question. Si une entreprise concernée ne cotise pas à l'OPCO Atlas, peut-il y avoir un accord ou comment faire ? Alors, à ma connaissance, les entreprises, elles cotisent à un OPCO. Donc, si elles ne dépendent pas de l'OPCO Atlas, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire qu'elles dépendent de notre OPCO. On en a cité d'autres. On vient de parler d'Acto. Ça peut être l'OPCO 2I si c'est rattaché au secteur industrie, métallurgie, etc. En fait, la cotisation, elle dépend des branches. Un OPCO, il regroupe un certain nombre de branches. Donc, il suffit de savoir à quel OPCO on est adhérent. Et de toute façon, on est obligé d'adhérer à un OPCO. Donc, si ce n'est pas Atlas, ce sera notre dispositif. Au niveau de la région, on a conventionné avec tous les OPCO, avec des programmes d'intervention différents, puisque vous le voyez, on établit la stratégie en fonction des besoins des salariés des différentes branches. Mais si c'est l'OPCO 2I, par exemple, on a aussi un conventionnement avec l'OPCO 2I qui a bien sûr été renforcé en cette période, vu la crise liée au secteur de l'aéronautique. Donc, il suffit de trouver l'OPCO de rattachement. Merci. Une petite question, une personne sans expérience dans le digital qui voudrait vraiment prétendre à un emploi, à une concurrence forte, comment faire ? Quels conseils donneriez-vous à cette personne pour franchir le cap et aller vers le digital ? Une fois de plus, ce que nous nous attachons de faire chez Taman, c'est de savoir d'où la personne part. Donc, on va travailler avec elle sur l'évaluation des compétences déjà acquises. Et ensuite, nous allons aussi pouvoir évaluer l'écart des compétences à acquérir pour pouvoir ensuite l'accompagner vers l'emploi et mettre en place le dispositif avec nos partenaires organismes de formation, la formation adaptée. Répondre sur le volet formation des demandeurs d'emploi. Au niveau de l'accompagnement d'un demandeur d'emploi, il y a tous les acteurs du service public régional de l'orientation qui sont là pour accompagner un demandeur d'emploi dans son parcours, dans la qualification de son projet professionnel et ensuite l'orienter vers les parcours de formation qui sont financés notamment par la région, qu'on parte d'une formation préqualifiante qui va permettre typiquement de découvrir quels sont les métiers du numérique. Typiquement, projet pro numérique permet de découvrir 3, 4, 5 métiers différents et justement regarder un peu lequel peut plaire pour ensuite partir sur un parcours de qualification qui peut mener dans le numérique du Bac+2 jusqu'au Bac+5. C'est le seul secteur, le numérique, où il y a des formations pour les demandeurs d'emploi jusqu'au niveau Bac+5, sur de la cybersécu, sur de l'IoT, sur de l'IA. Donc, il va suivre ce parcours de formation avec les organismes de formation. Ce parcours de formation lui permettra de découvrir à la fois les compétences techniques, par le biais des stages, de mettre un pied dans l'entreprise, et on l'espère ensuite d'embrayer sur un emploi. Dire également sur le sujet,
Aujourd'hui, demandeurs d'emploi ou salariés, il y a également la possibilité de pouvoir faire des stages de découverte dans les entreprises sur une durée de 35 heures. On n'a pas parlé de ce dispositif et il est quand même relativement intéressant puisque nous accueillons, nous, sur ce type de démarche, des personnes qui seraient en recherche ou pour découvrir de nouveaux métiers. Et que ce soit des demandeurs d'emploi ou autres, si on prend le cas des alternants, on empiète peut-être un petit peu sur la table ronde suivante, mais ceci dit, on va recruter, nous, sur un savoir-être, pas forcément sur un savoir-faire, puisque tout le monde a besoin de découvrir et acquérir de nouvelles compétences. On est plus là, côté entreprise, avec ce rôle d'accompagner, transmettre notre savoir, transmettre nos compétences, pour rendre des salariés performants dans le temps. Donc, ce n'est pas que la digitalisation ou les connaissances de base que peuvent avoir les candidats, c'est plus ce savoir-être qu'ils ont quand ils vont postuler pour pouvoir entrer dans une entreprise qui va nous permettre, et leur motivation qui va nous permettre de dire oui, ok, on part, il n'a pas de connaissances, c'est pas grave, dans 1 an ou 2 ans, on sait très bien qu'il sera complètement autonome sur les missions qu'on lui confie. Une petite question sur ce savoir-être ou soft skills pour recruter ou qualifier les personnes. Comment est-il possible de vérifier que le candidat possède bien ces soft skills? N'est-ce pas un peu subjectif? Merci pour la question. Elle est pour moi. Je vois les regards. Écoutez, on est effectivement sur de l'être humain, donc c'est pour ça aussi que c'est subjectif, heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, donc comme je l'expliquais, l'évaluation des soft skills, c'est pas une invention, hein. C'est vraiment, ça doit être très factuel et c'est sur la vérification de ce que va vouloir livrer aussi le candidat. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir, par un jeu de questions et donc des évaluations qui ont fait leurs preuves, parce que nous, chez Taman, nous travaillons avec la méthode Océan, qui est une méthode approuvée mondialement par des psychologues du travail depuis des années. Et donc, cette méthode va mettre en lumière des attitudes. Et ces attitudes, je précise, vont être ensuite ouvertes sous forme de questions avec le candidat qui va lui-même pouvoir donner du factuel en mise en situation réelle et dire oui, effectivement, il paraît que je suis consciencieux quand je suis dans telle situation ou stressé dans telle autre situation. Ce jeu de questions qui est très long, puisque nous, chez Taman, nous avons plus de 280 questions à poser, va fiabiliser les soft skills et pouvoir, de façon sûre et fiable, présenter un candidat, puisque nous l'aurons vérifié avec lui-même. Du coup, dans ce que j'entends, c'est que cette connaissance des soft skills pourrait permettre à quelqu'un de faire un pas de côté et puis d'aller sur une autre voie. Peut-être dans le secteur aéronautique qui nous concerne, il y a peut-être des choses qui sont en place pour aider à faire ces petits pas de côté. Je pense que les soft skills, c'est justement ce qui, en termes de compétences, est parfaitement transférable. C'est-à-dire que c'est les compétences qui ne sont pas techniques, et donc c'est des compétences humaines que chaque personne a et qui peut mettre à disposition d'une autre entreprise. Et ensuite, il peut faire une formation pour se former sur le différentiel technique qu'il peut avoir. Donc, effectivement, quand on n'a pas le profil type pour un poste, on met en avant les compétences qu'on a qui peuvent être transférables. On parle effectivement d'agilité, on parle de réactivité, d'autonomie. Enfin, je veux dire, il y a énormément de compétences en termes, par exemple, de gestion de projet. Qui sont transférables. Je gère un projet aujourd'hui dans le numérique dans tel secteur, je gère un projet demain pour telle entreprise, je fais la formation complémentaire, mais je mets en avant mes capacités de gestion de projet. C'est ça qui va permettre effectivement de pouvoir faire de la reconversion plus ou moins longue, plus ou moins structurante. Donc j'espère pour la personne là qui avait une question sur ça que ça lui a répondu. Sinon, merci de nous reposer notre question. Merci Laure pour ceci. Pierre, si on parle un peu de la périphérie toulousaine, il y a peut-être des initiatives dont on avait parlé ensemble. Oui, tout à fait. Donc, quand on reparle si on reparle du numérique et du digital et de tous ces sujets, nous, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, il y a une accélération
Il y a de plus en plus d'entreprises qui se veulent être des entreprises data-driven, ce qu'on appelle data-driven, donc vraiment orientées sur les data, et qui vont aller chercher ces compétences-là. Donc ça nécessite de former les collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est pas évident parce que là, on n'est pas sur les soft skills, même s'il y en a, hein, parce qu'on nous demande de plus en plus, hein, en plus des compétences techniques, effectivement, de rajouter une surcouche de soft skills pour toutes nos formations. Donc on va aller vers ça et former de plus en plus d'opérateurs, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, sur ces métiers-là. Et ce qu'on constate aussi, et on est en train de le développer avec une ville en périphérie de Toulouse, c'est que les métiers du digital et du numérique peuvent permettre de faire de la rétention des jeunes talents sur un territoire. Là où avant, vous aviez des jeunes qui, une fois diplômés, partaient, alors que sur le bassin, on avait des entreprises qui avaient besoin de compétences précises, notamment dans le numérique, le web marketing, le e-commerce par exemple. Elles ne trouvaient pas les candidats sur le territoire et elles avaient du mal aussi à en faire venir d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de proposer la poursuite d'études sur ces métiers-là du numérique, dans ces zones dans lesquelles on n'avait pas cette offre de formation, pour permettre à des jeunes qui sortent d'un bac+2 de continuer, de se spécialiser là-dedans et d'intégrer directement en apprentissage, et là c'est très vertueux, une entreprise du territoire. Donc avec les aides qu'on a en ce moment, en plus, c'est assez... ça favorise énormément l'embauche d'apprentis, et notamment pour les PME qui avant n'en embauchaient pas forcément. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de conserver des jeunes talents sur un territoire. Ça va permettre aux entreprises du territoire d'obtenir des compétences, parce que la formation est co-construite avec eux, bien entendu, précises, sur ces métiers du numérique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qui, à mon avis, va se multiplier. Ouais. Du coup, j'entends un peu une création de réseau local dans un bassin à la périphérie. Cathy, si on parle réseau, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je voulais rebondir sur la partie réseau parce que je pense que c'est essentiel pour l'ensemble des collaborateurs ou des personnes en recherche d'intégrer des réseaux dans le cadre de leur métier. Le réseau de professionnels, en fait, c'est une façon de s'enrichir, d'acquérir des connaissances et des compétences également en échangeant avec des professionnels. Ça permet de pouvoir grandir, prendre du recul, voir un petit peu l'évolution qu'on a sur notre périmètre. Aujourd'hui, nous, en tant que GARF, puisqu'on est sur le territoire, je crois qu'on est à peu près 500 entreprises adhérentes dans 18 groupes. Ce qu'on recherche à travers, au niveau du GARF, c'est justement prendre ce recul nécessaire pour lequel on n'a pas le temps en entreprise de pouvoir se poser. Si je prends la partie digitale, numérique, aujourd'hui, on va mettre en place des parcours pour les responsables de formation en entreprise pour qu'on arrive à bien comprendre toutes les évolutions qui arrivent, de façon à pouvoir anticiper, faire évoluer nos propres méthodes. Je vais prendre le Digital Learning Manager, par exemple, qui n'était pas existant et qui est un nouveau métier, sur lequel, effectivement, on a besoin de s'approprier l'ensemble de ces outils qui sont développés à vitesse grand V, et pour lequel on n'a pas du tout de maîtrise. Donc si on veut accompagner la digitalisation dans les entreprises et des collaborateurs, il faut que l'entreprise elle-même prenne des décisions sur ces périmètres-là pour pouvoir accompagner ce développement. Et je trouve que le GARF, effectivement, le réseau en général, je pense qu'à la mêlée numérique c'est pareil, puisque on est déjà intervenu avec le GARF à la cantine. Ce sont des réseaux qui sont essentiels pour justement se tenir informés de ce qui se passe sur un périmètre qui est innovant et qui est porteur pour le futur. Je rebondis et je reviens sur un des éléments que j'ai évoqué, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En finançant, on peut cofinancer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des entreprises avec un prestataire qui va intervenir au sein de l'entreprise qui, justement, ne connaîtrait pas ces métiers, n'a pas l'expertise pour mesurer sur, admettons, 15 postes différents, l'impact du digital, comment ce métier va évoluer à 1 an, 2 ans, 3 ans, quelle est la fiche de poste que je vais mettre en face, quelles sont les personnes qui aujourd'hui sont qualifiées pour faire les métiers de demain, comment il va falloir que je les monte en compétences, etc. Et tout le monde ne peut pas prendre le temps et n'a pas la compétence ou la vision de l'évolution des métiers à 3 ans dans les 40 métiers qui peuvent composer une entreprise. Donc justement, ça c'est tout l'intérêt de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de faire appel à un prestataire externe, dont c'est le métier,
pour le coup, de qualifier effectivement ces postes, cette évolution, et de donner cette vision à un instant T du potentiel de l'entreprise et à T plus 1 plus 3 de comment il va falloir évoluer justement pour faire muter ces métiers et faire évoluer en compétences les salariés en conséquence du plan qui a été établi. Je rebondis peut-être sur un autre sujet, mais ça me fait penser à un autre dispositif pour lequel on n'a pas encore abordé le sujet, c'est tout ce qui tourne autour de la VAE. Alors pourquoi je viens sur la VAE? Parce qu'en fait, on a énormément de personnes qui ont des compétences, qui ont développé leurs propres compétences à travers l'utilisation d'outils, à travers les réseaux, à travers des pratiques, et qui, tout compte fait, pourraient valoriser ces connaissances et ces compétences par le biais d'une VAE, ce qui permet peut-être de ne pas faire un diplôme complet, d'évaluer quel est aujourd'hui son acquis et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour pouvoir acquérir un diplôme. Et je pense que c'est un dispositif qui est à la main de tous, jeunes, moins jeunes, et qui doit être utilisé parce qu'en fait, ça permet vraiment de pouvoir accompagner le salarié tout le long de son parcours professionnel et faire valoriser toutes ces compétences qu'il a pu acquérir à travers l'ensemble de ses compétences. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 60% des personnes n'exercent pas le métier pour lequel ils ont un diplôme. Donc ça pose question. Et la VAE est également là pour pouvoir valoriser ces compétences. Et quand on pense à tout ce qui est numérique, innovation, digitalisation, il y a énormément de personnes, bon, jusque-là, peut-être que les diplômes n'existaient pas, mais justement, avec l'évolution, avec la création de nouvelles certifications, il faut que ces personnes aillent vers ce type de démarche pour pouvoir faire valoriser ces compétences et donc sur le marché, être plus facilement, pouvoir intégrer plus facilement une entreprise s'ils sont en recherche d'emploi. C'est éligible au CPF, donc c'est un dispositif qui effectivement permet d'obtenir un titre qu'on aurait pu mettre du temps à acquérir en faisant un programme long. Là, c'est quand même pas si court que ça, une VAE, ça prend du temps, mais c'est éligible au CPF. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui gagnerait à être plus développé. Aujourd'hui, la VAE, elle peut être financée effectivement par le biais du CPF, mais le FNE permet effectivement de pouvoir également financer ce type de démarche. Côté entreprise, moi je pense qu'il est intéressant que les entreprises se retournent vers leur OPCO, parce qu'en fait il y a des conseillers qui vont leur permettre de choisir le bon financement en fonction des dispositifs. On sait que la formation c'est quand même assez mouvant. Comment dirais-je, les décrets, c'est pas régulier, mais voilà, il faut s'adapter. C'est vraiment un monde qui bouge non-stop. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou pour les salariés, on a des opérateurs qui sont assez reconnus, tels que l'APEC, le CIBC du Tarn, qui est en région pour accompagner donc les demandeurs d'emploi. C'est les CEP, en fait, les conseillers en évolution professionnelle. En évolution professionnelle et Transition Pro. Donc c'est vrai que si je prends ma facette GARF, présidente GARF, ce sont des acteurs avec qui on travaille régulièrement parce que chaque année, des décrets font que les périmètres, les dispositifs formation évoluent et donc on s'appuie sur ces experts pour avoir une meilleure maîtrise de ce que nous, on peut proposer à collaborateurs, demandeurs d'emploi ou tout type de profil, tout type de statut. Sur le dispositif GPEC, l'importance de l'outil entretien professionnel. Nous en faisons passer énormément chez Taman, que ce soit en interne pour nos collaborateurs, mais aussi pour les salariés que nous détachons, intérimaires par exemple. Nous utilisons beaucoup cet outil pour évaluer effectivement le parcours de formation qui a été fait par le candidat. En plus de l'évaluation des soft skills, nous allons pouvoir accompagner le salarié vers une orientation, vers une formation adaptée. Donc c'est vrai que nous, acteurs de l'emploi, employeurs, nous allons utiliser l'outil. Nous sommes très bien accompagnés par notre OPCO Lacto, justement sur le dispositif GPEC, par le biais de l'outil entretien professionnel. Je voulais le rajouter. Je vais dire un petit mot, puisque je mène tous les entretiens des 300 salariés de l'entreprise. Un vaste chantier. Ceci dit, c'est un vaste chantier, je trouve, qui est très intéressant. C'est un dispositif, en fait, c'est un outil RH qui est très puissant,
puisque si on suit ce qui est écrit dans les textes, on va parler de la partie formation, développement des compétences du collaborateur, et on va faire un bilan sur son emploi et comment la personne se projette sur un court, moyen, long terme. Donc ça nous permet effectivement, à travers ce que va nous apporter comme information le collaborateur, de lui présenter l'ensemble des dispositifs qui existent à l'instant T, de l'orienter vers des diplômes, des certifications pour pouvoir l'accompagner. Et ça permet également à l'entreprise d'avoir des mesures de santé sociale, donc même s'il existe des enquêtes ou des entretiens annuels, puisque j'ai aussi sur ma partie cette analyse des entretiens annuels, ça nous permet d'avoir un 360 et de pouvoir accompagner et les collaborateurs et les managers. Donc c'est un outil qui est très puissant, qui a le mérite d'exister, qui est très contraignant, parce qu'on s'y perd un petit peu sur toutes les échéances, mais bon, ça reste un autre sujet. Mais je pense qu'il faut effectivement que cet entretien professionnel soit exploité dans le cadre de ce qu'il propose côté RH. Alors, je vais rebondir sur une petite question de Johan. Alors, je vous lis la question. Ayant bientôt 30 ans, ne suis-je pas trop âgé pour intégrer une équipe qui, au final, ne serait composée que de jeunes? Mais alors, pas du tout. Alors, on va rassurer Johan. Donc, j'ai aussi la facette Madame Alternance. On intègre des salariés à peu près jusqu'à 58 ans dans l'entreprise. Il n'y a pas de barrière par rapport à cet âge. Au contraire, moi je trouve que c'est plus intéressant parfois sur certains métiers d'accompagner des personnes qui ont pu avoir déjà un premier parcours, qui ont une première expérience, qui sont motivées. En fait, il n'y a pas d'âge pour l'alternance. Au contraire, il ne faut pas hésiter. Ça permet vraiment de pouvoir bâtir son parcours professionnel et sa vie professionnelle. Oui, je rebondis. On est sur l'idée de la double compétence. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas envisager les métiers du numérique que comme le numérique pur et dur. On le voit bien, le numérique, il impacte tous les métiers. Donc typiquement, si on a une première expérience professionnelle et qu'on s'oriente ensuite vers le numérique, ça donne une double compétence avec une expertise métier qui est valorisante et valorisable. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et puis au final, c'est Johan, c'est ça, qui pose la question. Peut être rassuré. On constate qu'il y a beaucoup moins de présupposés à ce sujet-là, si vous voulez. Aujourd'hui, les gens ont moins d'arrêtés là-dessus. On peut recruter des gens qui ont tout type d'âge. Les formations certifiantes, les cycles courts permettent de se requalifier assez facilement et d'arriver avec une expertise que l'entreprise n'a pas. Et donc, on est 30 ans, 40 ans, 50 ans, au final, si on vient amener cette expertise, on est crédible, on est pertinent. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Si Johan se forme correctement et identifie un parcours, une carrière qu'il veut cibler, il n'y a aucun problème. Il pourra intégrer une entreprise en faisant valoir les compétences qu'il aura acquises lors de la formation. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, Cathy, peut-être. Encourage Johan à faire la démarche. Dans les axes que vous avez présentés tout à l'heure, on a parlé un petit peu de développement durable, de Green IT, pour les personnes qui seraient intéressées par... Oui, en fait, on le voit aujourd'hui, on essaie de développer un numérique plus durable, éthique, solidaire, etc. Donc, ce sont des axes qu'on essaie d'impulser au sein des entreprises. Alors, on a deux volets, je le disais. Le volet plutôt fonctionnement interne, c'est-à-dire comment je réduis mon impact au niveau de consommation énergétique liée au numérique. Et on sait qu'il est fort. Donc, il y a tout ce volet sensibilisation interne, mais qu'on pourra avoir dans les entreprises du numérique comme dans toutes les entreprises, de toute façon, ça c'est une démarche. Et ensuite, il y a un deuxième volet. Et on sait que tout ce qui est lié à la Green IT va être un nouveau marché aussi, dont vont pouvoir se saisir certains prestataires aujourd'hui, certaines ESN ou certains bureaux d'études. Et donc, il y a ces deux volets dans l'axe de formation. Comment je mets en place cette démarche développement durable au sein de mon entreprise et comment je m'imprègne d'une démarche éco-responsable aussi dans la manière dont je vais mener des projets pour des entreprises quand je suis prestataire de services, par exemple. Pierre, pourriez-vous nous partager l'exemple de formation justement qui reflète cet impact du numérique
en management par exemple ou d'autres? Formations qu'on peut dispenser à TBS. Bah écoutez, nous on a des formations, dont une qui est conventionnée par la région qui s'appelle manager de projet en système d'information, où là peut avoir des personnes en reconversion qui vont ils vont pas devenir des codeurs informatiques, hein, aucunement. En tout cas, ils vont être capables, on va leur apporter les compétences pour gérer un projet en système d'information. On a des options ensuite SI, cybersécurité dont vous parliez. Et l'idée, voilà, c'est d'apporter cette couche qui va permettre d'intégrer une entreprise d'abord en stage, hein, pour ce demandeur d'emploi, et puis ensuite de réintégrer le marché de l'emploi dans cette voie-là. Voilà. Et puis on a aussi d'autres formations comme business manager où on va avoir des options de spécialisation, et c'est pareil, donc e-commerce, SI, cybersécurité, ce genre de choses. Donc là, c'est des formations qui durent 9 mois, qui sont en alternance aussi, donc ça peut être réalisé en parcours d'apprentissage. Et puis enfin, on a des options aussi dans notre Global Executive MBA. Et là, c'est un peu plus pointu. On parle d'IA, de data. On a des parcours de spécialisation qui durent généralement 1 semaine avec des experts de haut niveau reconnus internationalement qui viennent apporter une expertise réelle sur ces sujets-là. Voilà. Et puis, on a aussi des programmes en formation initiale, des Master of Science, qui sont dédiés au digital, au numérique, à la data. Voilà, donc en tout, ça fait quand même beaucoup de programmes. Je vous invite à aller voir sur notre site parce que je ne pourrais pas tous les citer. Mais en tout cas, sachez que ce virage a été pris il y a déjà plus de 7 ans et même avant. Mais la faculté de TBS se staffe énormément sur ces questions-là. Il y a 110 profs permanents aujourd'hui à TBS et il y en a beaucoup sur ces domaines. Voilà. Merci Pierre. J'invite donc les auditeurs à continuer à poser des questions. Là, on est sur la fin de cette table ronde, donc n'hésitez surtout pas à continuer à poser des questions et je vais les relayer. J'en ai une de Sébastien. Cathy, tout à l'heure, on parlait de réseaux sur Toulouse. Et comment rejoindre ces réseaux quand on est en recherche d'emploi? Donc, est-ce qu'il y aurait des conseils à donner alors Cathy ou d'autres Alors, au niveau du GARF, nous accueillons énormément de demandeurs d'emploi. En fait, ce sont des professionnels en situation de recherche. Il faut se rapprocher des réseaux existants, prendre contact avec eux et voir comment ils peuvent effectuer une démarche pour adhérer, tout simplement. Généralement, les associations, en fonction de votre parcours ou les réseaux, vous acceptent sans problème. Ça vous permet de remettre un petit peu un pied à l'étrier, surtout de maintenir vos connaissances dans le cadre des évolutions sur le périmètre que vous exercez. Ça vous permet de mettre un petit peu de lien aussi pour voir quel type de profil peut être recherché ou vers quoi tend le métier en termes d'évolution. Il faut vraiment se rapprocher des associations et de l'ensemble des réseaux de professionnels, puisque chacun en fait a des démarches spécifiques, mais c'est ouvert à tous. Pour les demandeurs d'emploi, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a des périodes de découverte, d'immersion en entreprise qui sont organisées par Pôle emploi, par exemple, ou les missions locales. Donc, c'est aller voir son conseiller et organiser une période d'immersion en entreprise pour aller découvrir l'écosystème. Est-ce que c'est cette entreprise-là, ce métier-là? Et après, effectivement, participer à ce genre de manifestations quand elles seront en présentiel, typiquement parce que c'est là qu'on s'informe, qu'on rencontre les différents acteurs. Il y a des réseaux, il y a des clusters, il y a des associations comme la Mêlée qui portent des manifestations. Et je pense que c'est là qu'il faut cultiver ce réseau, cette culture et participer typiquement à ce genre d'événement, mettre un petit pied un petit peu dans le monde, dans l'écosystème, en faisant ce qu'il vient de faire. Une petite question d'Adeline qui est actuellement en recherche d'alternance. Alors, je rappelle que la table ronde sur l'alternance, c'est après, mais on va quand même prendre la question, bien sûr. Elle est actuellement en licence professionnelle et elle s'étonne que les employeurs, les recruteurs sont plutôt en recherche de personnes avec des parcours linéaires. Et donc, elle se questionne sur le fait que ça ne soit pas forcément son cas. Donc, quels conseils pourrions-nous donner à Adeline pour sa recherche d'alternance
tu peux me permettre, pour conseiller Adeline, de faire le travail sur les compétences qu'elle peut mettre d'ores et déjà en avant pour rendre service à une entreprise qui va avoir besoin d'Adeline, assurément. Voilà. Donc on peut aussi, je parle pour ma paroisse, mais on peut accompagner Adeline sur l'identification de ses compétences et regarder peut-être le marché de l'emploi sous un autre angle par rapport à l'analyse qu'on aura faite de ses compétences. Merci. J'ai une question très précise de Johan. Pour un recruteur, est-ce que le Bac+2 développeur web est égal à un BTS DUT? Alors, je ne sais pas si nous... Oui, c'est moi qui vais répondre, je pense. Alors, en fait, il y a différentes modalités de formation. Il y a la formation initiale, hein, qui donne lieu à des titres éducation nationale, donc des diplômes éducation nationale, et la formation continue, qui donne des titres reconnus ministère du Travail. Donc, effectivement, on appelle ça titre ou diplôme, dans les deux cas, sauf que d'un côté, c'est un diplôme éducation nationale, de l'autre côté, c'est un diplôme ministère du Travail. Donc, j'ai tendance à dire, on ne peut pas comparer formation initiale, formation continue. De toute façon, quand on dit on a un titre niveau Bac+2 reconnu ministère du Travail, sur le marché du travail, il est bien reconnu comme un Bac+2. Mais on ne peut pas comparer, puisque ce ne sont pas les mêmes modules, les mêmes modalités de formation, une formation initiale et une formation continue. Là, on parle d'un niveau qui est reconnu sur le marché du travail. Donc n'hésitez pas, hein, Johan, si vous avez d'autres questions, ou les autres, hein, nous sommes là encore quelques minutes. On approche à la fin de cette table ronde et j'avais une question à vous poser, et puis libre à vous de rajouter un mot de conclusion. Finalement, le rythme de mise à jour de ces compétences, il est comment aujourd'hui? Et continue. Il est continu, tout compte fait, de par la veille qu'on peut exercer, de par l'évolution de notre environnement. C'est vraiment une évolution, pas quotidienne, mais c'est une évolution que l'on voit si on regarde dans le rétroviseur. Le gap est énorme sur les dernières années. Alors sur le périmètre de la formation, je vais peut-être parler un petit peu de tous nos dispositifs, toutes nos réformes, mais une personne qui ne suivrait pas, ne se tiendrait pas à jour de toutes les évolutions, mais on n'arriverait pas à tenir nos postes actuellement. Donc dans tous les domaines, je pense qu'il y a une accélération. On est assez agile aujourd'hui pour se former régulièrement, que ce soit à travers la communication qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, que ce soit à travers les communications, les lectures que l'on peut avoir, à travers les réseaux. Donc il faut saisir en fait tous ces dispositifs numériques qui sont proposés et qui nous permettent en fait de maintenir nos connaissances et un niveau de connaissances qui correspond à notre périmètre. Et puis également, je suis d'accord, hein, c'est une remise en question permanente, puisque l'entreprise elle-même doit se remettre en question et en mouvance permanent. Et donc l'analyse des compétences avec l'entreprise, c'est quelque chose qui se fait à chaque fois qu'il y a une technologie nouvelle, à chaque fois qu'il y a un nouveau marché, à chaque fois qu'il y a une réorganisation ou une orientation différente. Libre aux apprenants, enfin aux salariés qui veulent se mettre à jour, de viser une certification ou pas, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant avec l'esprit de la réforme, c'est qu'on a des blocs de compétences qui sont certifiants, donc qui sont éligibles au CPF et au financement, et qui permettent, comme je disais préalablement, de ne pas s'engager dans un cycle long. Donc le rythme s'est accéléré, mais la possibilité de se former rapidement sur des compétences très pointues, très précises, s'est accélérée aussi, en fait. Et ça, c'est la réforme qui a voulu ça, et ça fonctionne bien. On constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent des modules de 2 jours, 3 jours, 10 jours peut-être, grâce à leur CPF. Il va y avoir un cofinancement d'entreprise, etc. Et ça va leur permettre de se tenir à niveau, si vous voulez. Auparavant, c'était quand même moins facile. Et je pense que le monde de la formation fourmille d'idées pour accompagner cette augmentation, cette accélération, en fait, si vous voulez. Voilà. Oui, et pour dire en termes de
de compétences justement pour être adapté ou adaptable dans ce monde qui évolue énormément, la compétence majeure dans le numérique, c'est la curiosité. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on vient de dire, c'est se tenir informé, c'est faire de la veille, c'est participer à des événements et ça, c'est aussi ce qu'on va pouvoir valoriser en termes de soft skills, c'est-à-dire cette appétence. Enfin, c'est ce qu'on essaie de privilégier aussi dans les entrées en formation, c'est-à-dire des gens qui sont curieux, que ça intéresse, qui vont aller chercher, qui vont aller faire de la veille, et quelque part, dans les soft skills, que ça amuse de travailler dans le numérique. Voilà, je vais un peu loin dans les soft skills, mais c'est ce genre de profil finalement qui plaît. Faire preuve d'agilité pour rebondir et se tenir à jour. Et d'adaptabilité, ok. Donc je vous remercie pour avoir participé à cette table ronde. Merci aux 4 intervenants. Merci à toutes vos questions. On n'a pas pu toutes les prendre. Voilà, vous avez la table ronde à 10h15 sur l'alternance. Et puis tout au long de la journée, des job dating ou des personnes sont à votre disposition pour aller creuser ces questions et vous aider à avancer dans votre réflexion. Donc merci pour nous avoir écoutés et puis bonne continuation dans ce Jobstick.